Bonjour Marc Urner, vous êtes conseiller financier en intelligence et en investigation financière chez FIPCOR. Voilà. Donc vous êtes dans le milieu justement de tout ce brassage d'argent et de flux financiers qui existent à travers le monde. Vous disiez aujourd'hui, peut-être un petit peu fataliste, on est dans un monde d'escrocs, dans un monde où la criminalité reste très importante. Qu'est-ce que vous entendez par là ? On vit dans un monde en fait qui, dans la moralité, s'est effondré, si je puis dire, mais ça fait déjà une vingtaine d'années. C'est évidemment lié à l'évolution du système capitaliste qui fait que de plus en plus de gens ont l'obsession de l'argent et veulent s'enrichir à tout prix. Et donc c'est vrai dans les grandes banques, c'est vrai dans les grandes entreprises, dans les fonds d'investissement, mais c'est aussi vrai dans les petites entreprises. La difficulté évidemment, si c'est moi, j'essaye de faire un deal, faire une affaire avec une de ces sociétés, la problématique c'est que je ne suis pas sûr qu'effectivement il y ait la solidité et la crédibilité financière derrière. Malgré tout, votre travail c'est de vérifier et d'investiguer là-dessus. Vous donniez un exemple par exemple avec une personnalité libanaise qui était dans le blanchiment d'argent et avec laquelle une banque devait évaluer si elle faisait affaire ou pas. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, enfin, dans ce cas bien précis, c'était donc un problème de KYC, comme on dit. Donc les banques ont des compliance rules à respecter et doivent s'assurer de l'identité de leurs clients et de l'origine de leur fortune. Ici, la banque, une banque américaine au Japon, s'inquiétait de l'histoire de cette personne. Alors on a enquêté, on a évidemment fait toutes les due diligence requises, ce qui passe par une analyse systémique de la personne. Systémique, ça veut dire quoi? On va positionner la personne dans son univers rapproché, c'est-à-dire sa famille, les entreprises qu'il dirige ou qu'il a dirigées, pour essayer de comprendre d'où vient sa fortune, d'où viendraient ces 10 millions de dollars qu'il voulait déposer. Et on s'est rendu compte, effectivement, grâce notamment à un examen attentif des sites associatifs, genre Facebook, qu'un de ses petits-neveux se postait devant des avions qui manifestement n'étaient pas des avions de tourisme. Et là, on s'est rendu compte, en suivant les avions, que c'était des avions qui circulaient entre Beyrouth, Medellín, Caracas et consorts. En approfondissant, on s'est rendu compte qu'il avait été l'auteur de faillites retentissantes en Angleterre, dans lesquelles il avait blanchi des dizaines et des dizaines de millions de livres sterling grâce à une technique de blanchiment qui est assez connue, mais qui est très sophistiquée et qui est relativement difficile de déceler. Et donc, on a prévenu la banque qui finalement n'a pas pris le client. Voilà, c'est tout. Mais nous, notre rôle s'arrête là. C'est ça. Et donc, tout est parti justement d'une information a priori mineure que vous avez réussi à détecter donc, sur un blog du petit-neveu en question, où vous avez noté l'immatriculation de l'avion en question, et à partir de là, vous avez pu repister tout le trajet. Je vais vous dire, effectivement, le développement d'Internet est lié à la création de notre entreprise. C'est-à-dire que sans Internet, jamais une entreprise comme la nôtre ne pourrait exister. Et grâce à Internet et à la totalité des informations qui sont disponibles, notamment dans les sites associatifs, on arrive à avoir des informations incroyables. Normalement, ça ne devrait pas exister, mais on constate qu'on peut par exemple observer que des gens qui ne devraient pas se parler, comme par exemple le directeur d'une boîte avec un fournisseur, ce qui laisse supposer qu'il y a des liens amicaux, qui dit liens amicaux dit peut-être liens financiers, kickback, rétro-commission, etc. Et là aussi, dans un cas auquel je songe maintenant, c'est par les blogs qu'on a vu des photos d'un anniversaire fait dans une magnifique maison à Chypre, où on a vu le directeur et le fournisseur qui étaient main dans la main, qui s'offraient des cadeaux, etc. Ce qui a évidemment renforcé la présomption de collusion et donc mis un terme à la collaboration avec ce collaborateur-là. Alors, pour ceux qui justement cherchent l'information pour éviter d'être piégés, c'est très bien. Si moi je me place dans la position inverse, c'est-à-dire si je dois protéger une partie de mon information, quels sont les éléments auxquels je dois vraiment faire attention? Vous parliez par exemple des réseaux sociaux. Est-ce qu'il y en a d'autres pour vous qu'il faut vraiment tenir à l'œil aujourd'hui? Oh, mais je crois que pour des entreprises de moyenne importance, il faut être très attentif à la qualité des personnes qu'on recrute. Il faut vraiment faire ce qu'on appelle un pre-employment check, vérifier d'où elles viennent, voir qu'elles ne viennent pas d'un concurrent, parce que si elles viennent d'un concurrent, elles peuvent très bien y retourner, voir si ces gens ont une vie normale, je dirais même entre guillemets dans la sphère privée, parce que ça donne quand même des indications sur la personnalité des gens. Et puis, il faut se protéger, c'est-à-dire qu'il faut prévenir les gens, faire une charte informatique, leur faire signer la charte informatique, comme quoi ils sont au courant du fait que l'employeur peut à tout moment rentrer dans l'ordinateur et s'approprier des informations à caractère privé, même s'il ne les lit pas.
Et là, après, il y aura des batailles judiciaires, mais peu importe. Ce qui est important, c'est que l'entreprise se protège. Protéger ses locaux, utiliser des passes ou des clés, éviter que le personnel ne se balade avec des disques pleins d'informations parce qu'ils vont se faire voler leurs ordinateurs dans des hôtels à Taïwan ou en Chine ou n'importe où. Mais il y a quand même des mesures basiques. Parfois, je suis sidéré, je me dis, mais comment est-ce possible qu'ils n'aient pas pensé à protéger au minimum ce qui fait le core business de leur entreprise, quoi. Donc là, il faut vraiment que les gens prennent conscience de la nécessité d'être un peu intelligent, que ce soit stratégique, financier ou business. Il faut être prudent. L'employé, il rentre et il sort. Une fois qu'il est rentré chez vous, il sait tout. Et là, vous vous exposez. C'est comme quand vous faites rentrer quelqu'un dans votre maison. La personne qui vient peut voir si vous avez des tableaux, si vous avez comment ça se passe avec votre épouse. Et donc, il y a un paquet d'informations que normalement, seuls les amis doivent avoir. Quand vous faites rentrer quelqu'un dans votre entreprise, vous vous fragilisez. D'où la nécessité de véritablement gérer cette intrusion et puis de fidéliser les bons éléments. Parce qu'une fois que vous avez un génie dans l'entreprise et qui part pour 2 000 € de plus par mois, c'est une catastrophe. Des années de formation, des secrets professionnels. Donc là, pour moi, c'est l'essentiel. Sécuriser les systèmes informatiques, les logiciels, évidemment. Mais il y a des techniques pour tout ça. Mais avant donc d'envisager l'intelligence stratégique, d'aller vers le monde, conquérir des marchés, il faut d'abord sauvegarder ce qu'il y a dans sa maison avant d'aller voir ce qu'il y a dans celle des autres.